Bonjour, merci de nous rejoindre à nouveau pour cet expresso, pour ce quart d'heure consacré à l'actualité des marchés de l'énergie. Pour rappel, cet expresso a lieu tous les 15 jours et une fois sur deux, on reçoit Quentin Delisle, Sales Trader pour Engie Entreprises et Collectivités, qui nous aide à décrypter les marchés. L'expresso, je tenais aussi à vous remercier pour l'audience en fait qui est croissante. Depuis le début de l'année, c'est pas moins de 2000 personnes qui ont assisté en fait à ces directs et un peu plus de 3000 qui ont pu profiter du replay. N'hésitez pas en fait à d'ailleurs aller le voir sur notre fil LinkedIn ou sur notre fil Twitter. En général, on vous donne les liens si vous n'avez pas le temps d'assister au replay, au direct jusqu'au bout. Bonjour Quentin, comment ça va? Bonjour Marc, eh bien ça va très bien, merci. Alors, Quentin, on va démarrer en fait sur une note positive, sur une bonne nouvelle. Lorsque nous avons préparé ce live, tu m'as parlé d'une embellie en fait du côté du stockage. Effectivement, on a énormément parlé des stockages, durant nos derniers expressos. On évoquait qu'ils avaient été, très, chahutés, que ce soit par des questions d'approvisionnement, par des questions de soutirage intense en fonction de la demande qu'il y avait pour la production d'électricité ou alors parce qu'il y avait du froid ou ce genre de choses et donc on a énormément suivi finalement, ces stockages et la bonne nouvelle, et il faut en avoir justement dans ces marchés qui sont très compliqués, à ce jour, c'est que les niveaux de stockage, sont quasiment au même niveau que l'année dernière. Ce qui veut dire que, il y avait des scénarios qui étaient envisagés, sur le fait qu'on puisse avoir, des stockages extrêmement bas. On avait, d'ailleurs connu des records de faiblesse, sur les niveaux de stockage au début de cette année, des choses qu'on n'avait jamais vues au cours des 7 ou 8 dernières années. Et bien maintenant, il faut voir qu'avec, du coup, un hiver qui a été finalement moins rude que prévu, donc moins froid, avec moins d'anomalies de température à la baisse, par rapport à ce qu'on aurait pu avoir dans un hiver, normal, dit à peu près normal, et bien finalement on a moins consommé. Il faut aussi voir que, il y a aussi eu un peu d'effet de destruction de la demande, c'est-à-dire une baisse volontaire de la demande, de la part des acteurs industriels ou alors de la part des, par exemple des producteurs d'électricité qui ont moins tiré sur du gaz en essayant de faire le plus d'économies possible avec le fait qu'on ait connu des prix, très élevés ces derniers temps. Et dans ce cadre-là, en fait, on a assisté à ce qu'on appelle une destruction de la demande, c'est-à-dire une baisse volontaire. Ce qui a permis du coup, à certains moments, on l'avait déjà évoqué d'ailleurs, je crois, dans le dernier expresso, le fait que, par moment, en plein hiver, on avait même eu une phase où on avait, été en mode injection. Rappelons-le, l'injection consiste à rentrer, finalement, des volumes de gaz dans les stockages en vue de préparer finalement l'hiver prochain. Donc, on peut y voir déjà, un élément, plutôt bon pour ce marché, dans le sens où, avec tout ce que l'on connaît actuellement, on arrive à avoir, finalement des niveaux de stockage qui sont quasiment comme l'année dernière. Maintenant, il va falloir quand même continuer à les reconstituer avec justement les nouveaux objectifs, qui ont été communiqués à l'Europe en vue des obligations de stockage pour l'hiver prochain. Très bien. Pardon. Alors, je me permets juste une petite parenthèse pédagogique. Tu parles de l'hiver prochain et tu parles de prix à l'instant T. Est-ce que lorsqu'on parle de prix à court terme comme de prix à moyen terme, c'est la même chose que lorsqu'on parle de spot et de forward? Et est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur la décorrélation des deux, sur le court terme et le moyen terme, en ce moment, s'il te plaît? Eh bien, ce qu'il faut voir, c'est que, ce qu'on va appeler finalement les maturités spot, c'est globalement des livraisons qui se livrent au jour le jour ou même on va dire en intrajournalier. Ce sont des échanges, d'équilibrage, sur les marchés ou même certains acteurs des grands industriels, hein, vont aller acheter du jour pour le lendemain en vue d'avoir une certaine production. Donc on met en place un planning de production et du coup on consomme ce que l'on achète au fur et à mesure. Donc c'est globalement ce qu'on appelle la maturité spot et donc ce qui est associé à du court terme. Par contre, si on vient à parler finalement des prix un peu plus forward, on va commencer à regarder des maturités un peu plus éloignées, c'est-à-dire qu'on va regarder les prochains trimestres civils, les prochaines années de livraison, CAL 23, rappelons-le, 2023, c'est-à-dire une année complète de janvier à décembre ou du 2024 et ainsi de suite.
Et effectivement, ce qui a été très marquant durant ces 2 dernières semaines, ça a été une décorrélation en termes de tendance entre finalement les produits dits de court terme et les produits à long terme. C'est-à-dire qu'on a assisté à une baisse des produits à court terme. Donc en fait, on avait, rappelons-le, les primes de risque qui se sont du coup envolées suite à la décision de ne pas couper les flux en provenance de Russie avec le gaz. C'est-à-dire la volonté de l'Europe de ne pas arrêter pour l'instant des importations et aussi la volonté de la Russie de ne pas couper finalement ces affluences de gaz. Et du coup, le fait aussi de ne pas forcément imposer un paiement en rouble, ça a détendu le marché et on a vu des primes de risque s'effondrer au fur et à mesure pour avoir des niveaux quasiment identiques juste au début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Donc, les maturités court terme ont vu leur tendance plutôt à la baisse. Mais à contrario, on a vu du coup les maturités à long terme, par exemple 2023-2024, être plutôt dans une tendance haussière, avec des hausses assez fortes même depuis, vis-à-vis de la mise en place de certaines mesures, comme par exemple l'embargo sur le charbon qui commencera à partir de mi-août, c'est-à-dire le fait de ne plus importer de charbon de la part de la Russie, ce qui veut dire qu'il va falloir trouver des solutions annexes, ce qui veut dire aussi potentiellement peut-être moins appeler du charbon pour la production d'électricité ou autre, et du coup le compenser par des afflux de gaz, alors que ce soit du GNL ou autre, mais il faut bien voir que cela peut coûter aussi très cher. Et donc, dans ce contexte-là, on a vu des prix spot qui étaient très élevés, avec des prix, on va dire, de 2023 moins élevés, se rapprocher au fur et à mesure, nous laissant penser que les prix aussi pourraient rester élevés dans les prochaines semaines et prochains mois. Ok. Quentin, juste avant de passer au sujet suivant, on nous pose une question en live. Quand on parle des stockages, on parle bien des stockages en France, pas des stockages globalement en Europe? Alors globalement, la réponse, c'est plutôt on regarde les stockages européens. Européen, Rappelons-le d'accord. que les marchés de l'énergie sont réellement interconnectés en Europe. Parfait. Donc le stockage, pour répondre à la question qui a été publiée sur le chat, c'est Europe. Quentin, dans tout ça, que deviennent nos niveaux de CO2, s'il te plaît? Eh bien, le CO2, c'est ce fameux déterminant de l'évolution des prix de ces dernières années, qui finalement s'est un peu effacé par rapport à tout ce qu'on a pu connaître en 2021, et du coup aussi en début 2022 quand ce dernier avait crashé, au moment de la baisse forte des marchés actions. Et bien ce dernier oscillait, globalement entre, 75-80 € de la tonne. Et finalement, ce dernier a eu une forte remontée, c'est depuis hier globalement, à plus de 86 € de la tonne, suite à de potentiels finalement achats de dernière minute par les acteurs obligés. Il faut rappeler que c'est un marché où les acteurs sont obligés d'aller acheter du CO2, des quotas de droits à polluer en vue de compenser les émissions de gaz à effet de serre auxquelles du coup ils sont soumis. Ils doivent compenser à ce moment-là, pardon. Et donc, on a des acheteurs qui ont dû acheter à ce moment-là et du coup, quand on achète en retard, on a souvent tendance à le payer un peu plus cher. Ce qu'il faut aussi voir, c'est qu'il y a aussi des spéculations autour d'une potentielle réforme du marché qu'on dit EU-ETS et autour de tout ce qu'il te comporte, de façon à aller chercher plus de renouvelables. On connaît la volonté de l'Europe d'aller chercher plus d'énergie renouvelable, d'énergie verte, de façon à limiter nos émissions de gaz à effet de serre. Et donc, en fait, cela aussi peut soutenir le marché, sachant que certains spéculateurs peuvent aussi revenir sur ce marché après la baisse qu'on a connue au début de l'année. Parfait, c'est très clair. Quentin, tant qu'on parle de l'aspect un peu spéculatif du marché, il y a deux événements clés, deux événements importants en fait pour nous en ce moment. Il y a toute l'actualité finalement politique avec les influences des programmes des uns et des autres. C'était une question qu'on s'était posée il y a déjà un mois pour savoir s'il y avait un impact sur les marchés par rapport aux ambitions des différents programmes. Voilà, est-ce qu'il y a un aspect spéculatif là-dessus? Et la deuxième partie de ma question, mais du coup c'est pas anodin, c'est le rapport du GIEC. Est-ce que la publication du rapport du GIEC fait également, également un impact sur les prix en ce moment sur le marché? Alors, pour répondre à ta première question, sur la partie, on va dire, plus période électorale, on est
dans ce fameux second tour, on a encore eu justement le débat entre les deux candidats, Macron et Le Pen, hier soir. On a eu énormément de discussions autour de l'écologie, mais également du marché de l'énergie. Pour l'instant, il n'y a pas de réel impact de la part de ces discussions. Une fois que l'on connaîtra le président élu dimanche prochain, nous aurons peut-être une vision un peu plus claire de ce que sera la politique énergétique du pays à venir. Mais ce qu'il faut voir, c'est que ce sera sûrement dans une Europe interconnectée qu'on regardera ça de cette façon-là. Mais pour l'instant, ça reste prospectif, peu d'impact. On se concentre énormément sur les fondamentaux. Après, il y a toute la partie, comme tu le disais, Marc, sur les différents rapports qui sortent au fil du temps. Le rapport du GIEC est une fois de plus un regard important à avoir sur l'évolution de notre société et de notre consommation d'énergie. C'est sûr qu'en fait, il y aura un impact de la part de ce rapport sur le marché, mais également, ça reste quelque chose qui est plutôt dans le fond des analyses, puisque ce n'est que des recommandations à l'heure actuelle. Ok. Il nous reste 3 minutes. On va accélérer un petit peu, mais il y a quand même un sujet très chaud, si je peux me permettre, qui est sorti du côté de l'électricité. On entend parler en fait de corrosion sur des actifs de production nucléaire. Est-ce que, de la même manière, il y a déjà des craintes à avoir sur ce point? Un marché très tendu déjà à l'heure actuelle pour le marché énergétique de l'Europe et de l'électricité au global. Petite spécialité française du coup, c'est du coup la situation sur le nucléaire actuel. On a connu par le passé énormément de tensions par rapport sur la production. Déjà cette année, rappelons-le qu'on a eu des révisions de production d'électricité à la baisse de la part d'EDF pour 2022 et 2023 également. Là, du coup, on a découvert effectivement ces derniers jours de la corrosion dans 4 nouveaux réacteurs. Pour l'instant, ils ne sont pas arrêtés, mais il va falloir voir en fonction ce que ça va donner par la suite sur le planning de production d'électricité au niveau nucléaire. Et donc, ce qu'il va falloir voir, c'est quelles seront les conséquences. Aller chercher plus de renouvelables ou plus d'importations et ainsi de suite sur le fait de pouvoir stabiliser notre demande d'électricité. Bon, je dirais bien aller chercher plus de renouvelables, mais bon, c'est un parti pris. Mais donc, bon, globalement, sur les prix de gros, du coup, fort de tous ces éléments, on en est où sur le gaz comme sur l'électricité? Eh bien, sur l'électricité, nous avons dépassé les niveaux les plus hauts que nous avions connus cette année. Les niveaux les plus hauts qu'on avait connus, c'était globalement aux alentours du 24 février, au moment de l'invasion et de tout ce qui avait pu se passer à ce moment-là. Il faut bien voir qu'avec les dernières news, globalement, le marché est de nouveau en tendance très haussière. C'est quasiment le cas également pour le gaz. On est juste en dessous des niveaux les plus hauts. On attend de voir ce que ça va donner dans les prochains jours. Ok. Alors, il nous reste 1 minute en fait. J'aimerais bien on a démarré en fait sur une bonne nouvelle. Si on terminait en fait sur un scénario alors optimiste sur le plan international, quel serait en fait l'impact d'une résolution rapide du conflit en Ukraine sur nos marchés? Alors, l'impact serait rapide, je pense, c'est-à-dire une baisse des marchés, non pas une forte baisse, mais seulement une disparition supplémentaire des fameuses primes de risque qui se sont mises en place au fur et à mesure. Mais on retrouverait pas non plus des prix extrêmement bas, dans le sens où tout ce que l'on s'est dit précédemment, quand on parlait justement des sanctions, par exemple avec l'embargo sur le charbon, ces dernières ne disparaîtront pas tout de suite. On verra ce qui se passera dans le temps. Mais donc, il ne faut pas forcément s'attendre à de fortes baisses en cas de résolution du conflit. Rappelons-le qu'une fois de plus, le conflit, aussi désastreux soit-il actuellement, ne touche pas les installations actuellement gazières et donc les flux sont toujours présents entre la Russie et le reste de l'Europe. Parfait, merci Quentin. Alors, il est 14 h. On a un chat ouvert avec des questions. N'hésitez pas à les poser. Si vous y laissez vos coordonnées, on prendra le temps de vous répondre. On répond toujours à chacun individuellement. Il y a quelques questions. Alors, je vois sur le bouclier tarifaire. Ça me permet en fait de refermer cet expresso et de vous libérer en fait pour vos premiers rendez-vous de l'après-midi sur cette information qui est quand même très importante en tant que fournisseur conseil de référence.
pour agir sur vos budgets globaux, eh bien, il y a effectivement la part que vous allez payer par rapport à l'énergie que vous achetez. Et c'est là tout l'enjeu des entretiens que nous avons régulièrement avec Quentin, mais également les entretiens que vous avez avec vos interlocuteurs habituels. Pour le reste, pour la baisse des consommations d'énergie, n'hésitez pas à vous connecter à notre site web. Chaque article publié sur notre site web, et à plus forte raison en ce moment, a vocation à vous apporter de l'aide pour améliorer en fait la performance thermique, la performance énergétique dans vos activités professionnelles au quotidien. La question sur le bouclier tarifaire et la plateforme, on y a répondu en fait directement dans un article, donc patience, tout arrive. Merci pour votre fidélité, merci beaucoup Quentin. Merci Marc, À très bientôt, au revoir. à très bientôt.